Chlorel, très bon. Bonsoir et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent sur Le Grand Changement. Églantine, tu me disais que tu es en train de boire du thé vert. Alors, on espère que vous êtes tous bien assis et assises avec nous pour nous écouter, pour que vous puissiez participer à cette Vibra-conférence qui est Vivre sa mission de vie. Bonsoir Églantine. Bonsoir Annelise. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Ouais, super, super. Alors, bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien dans le chat pour qu'on sache que tout marche bien et parfaitement bien. Églantine, tu fais plein de belles choses pour les autres. Tu es thérapeute et j'ai envie que tu nous parles de ton travail parce que c'est vraiment passionnant et ensuite on va enchaîner sur la mission de vie parce que je suis sûre qu'ici ce soir, il y a plein de personnes qui ont envie de vivre leur mission de vie, mais qui ont peur, qui se disent « Ouh là là, comment je vais faire pour lâcher mon job alimentaire? Comment je vais faire pour lâcher ce job que vraiment je n'aime pas, c'est compliqué et tout et tout. » Donc bienvenue à vous tous. On a Lydie qui est avec nous, qui nous dit « Bonjour, tout est OK ». Je te remercie beaucoup, Lydie, pour cette information. Alors, Églantine, toi qui as vécu beaucoup de choses et qui vis maintenant ta mission de vie, c'est énorme. Je sais que tu es praticienne en régulation émotionnelle, comme moi d'ailleurs. Tu vas nous parler déjà de ça, parce que tu as plein de cordes à ton arc. J'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle et à quoi ça sert. Merci Annelise. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler de ma mission de vie, de parler de mon activité professionnelle et en fait de vous parler de ma passion, en fait tout simplement, ce qui me fait vivre et animer et vibrer. Voilà. La régulation émotionnelle. Je suis arrivée à la régulation émotionnelle il y a 3 ans maintenant. Au Ouais. départ, pour pouvoir accompagner autour de la gestion émotionnelle de mes enfants et mes propres émotions. Et j'ai découvert à travers cette régulation émotionnelle que finalement, ça avait beaucoup plus de bénéfices que ça pouvait laisser paraître, notamment de permettre un pont pour aller vers plus de spiritualité pour soi-même et de lever certains freins, certaines peurs qui vont permettre justement de pouvoir vivre sa mission de vie de la façon la plus sereine possible, en tout cas le plus en conscience possible. Super. Alors moi, pour atteindre ma mission de vie, j'ai vraiment utilisé la régulation émotionnelle parce qu'en gros, ça lève les peurs. Donc, je régulais mes émotions. Et c'est ce que tu fais avec tes patients. Donc, avec tes personnes, les personnes que tu suis, c'est ce que tu fais. Alors, explique-nous comment ça fonctionne une séance de régulation émotionnelle pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent découvrir. Alors, la plupart du temps, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui viennent rechercher un thérapeute qui est sophrologue et qui a été orienté par des médecins. Donc, ce sont des D'accord. personnes qui viennent avec une problématique assez précise d'un manque de confiance en soi, d'un état de stress qui est vraiment assez handicapant, voilà, des colères qui sont très fortes avec un état de mal-être. La régulation émotionnelle, elle me permet vraiment d'aller dans cet état de mal-être de la personne et de pouvoir lui permettre de lever un certain nombre de ses boucliers, tout simplement, et de retrouver un état de sérénité dans son corps, une confiance dans son corps, une confiance dans la capacité de son corps à soigner ses perturbations et ses états de mal-être. Donc, comment ça se passe? La personne, elle vient avec moi en cabinet, on discute, on échange. J'aime bien la faire parler, j'aime bien utiliser sa capacité mentale parce qu'on a un mental qui est très puissant et qui a besoin d'avoir sa place et que sa place puisse être respectée. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et de là, dans le respect de son mental, je vais pouvoir lui expliquer la procédure de régulation émotionnelle en lui expliquant les 3 strates que sont le corps, les émotions et le cortex. Et de lui dire que les 3, ce sont les meilleurs amis du monde et que l'un ne va pas sans l'autre, mais que parfois les émotions prennent plus d'espace que, que- plus d'espace que le cortex ou Ouais. que le corps. J'utilise la métaphore du millefeuille en expliquant qu'un Ok. millefeuille, c'est très très bon. C'est très très bon quand c'est équilibré, mais s'il y avait trop de crème pâtissière à un endroit, ça n'aurait pas le même goût. Et donc, comme ça n'a pas le même goût, ça n'aura pas la même texture et donc ça n'apportera pas la même réponse, tout simplement. En expliquant cette théorie du millefeuille ou cette métaphore du millefeuille, ça permet à la personne de prendre conscience que nos émotions, on s'en sert tout le temps en permanence, mais que parfois, elles peuvent être débordantes, elles peuvent être perturbées. La réponse qu'on va apporter à notre quotidien en fonction des événements de vie qu'on va avoir, vont pas forcément être alignées, vont pas forcément être en adéquation avec soi-même.
Et de là, la régulation, elle permet de dire, plutôt que de laisser le mental prendre en charge cette perturbation émotionnelle, on va plutôt descendre au niveau du corps et puis on va aller regarder à quel endroit dans le corps il y a une tension qui s'est créée, où il y a eu un nœud qui s'est créé, puis on va laisser tout simplement les choses se faire tout naturellement, en étant serein, en étant en confiance. C'est d'où le thérapeute qui est important ici. Et puis permettre justement à cette énergie de recirculer librement et puis à ces petites peurs de sauter en fait les unes après les autres. Du Mmh. coup, la réponse à ces régulations va permettre, très simplement, quand on va se retrouver dans la même situation qui nous provoquait un état de déséquilibre, de mal-être, ça va nous permettre de se rendre compte qu'on a d'autres réponses, que l'on peut utiliser d'autres solutions, d'autres comportements. J'ai l'exemple d'une maman qui avait, son nourrisson qui n'arrivait pas à prendre son biberon. Heu, Son biberon, elle l'allaitait, donc en fait, difficulté, à accepter le biberon et en fait, elle, en tant que maman, ça la mettait un peu en tension. Elle était en D'accord. train de le contrôler du mieux possible, mais clairement, elle était pas sereine, en fait, du tout. Donc on a fait une régulation ensemble. C'est une personne qui est pas du tout dans la spiritualité, qui croit pas forcément dans la régulation émotionnelle, qui est un peu sceptique. On l'a fait et puis finalement, elle me rappelle 3 jours plus tard et puis je lui demande un peu, comment ça s'est passé et en fait, elle me répond, très simplement en me disant: écoute, j'ai eu d'autres réponses. J'étais beaucoup plus sereine et j'ai pu apporter, d'autres solutions, à mon petit et ça se passe, extrêmement bien et je t'en remercie». Voilà, donc ça, c'est le pouvoir de la régulation. Ça permet véritablement de pouvoir, justement être, serein et donc d'avoir accès à son cortex qui va trouver d'autres solutions plus adaptées en fonction de soi-même. Merci beaucoup. Alors vivre sa mission de vie, c'est tout à fait lié à ce qu'on peut dégager. Dégager des peurs, dégager des angoisses, dégager la peur de parler en public. Parce que si vous voulez vivre votre mission de vie, mais que vous n'arrivez pas à parler aux autres, à avoir un client au téléphone, tout ça, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que la régulation émotionnelle, c'est super efficace et ça fait partie de tout ça. Est-ce que, Églantine, pour les auditeurs et les auditrices qui nous regardent, tu peux me faire une régulation émotionnelle donc en direct, ça veut dire là, je suis pas bien maintenant, je suis à ton cabinet, ça va pas. Et tu me fais une régulation émotionnelle pour montrer aux personnes qu'est-ce que c'est que tu fais et comment tu aides les personnes à dépasser leur peur. OK. Alors là, tout de suite maintenant, Annelise, ça ne va pas. Non, pas trop. OK. Franchement, je suis OK. stressée parce que là, j'ai des problèmes et franchement, je suis pas bien du tout au niveau d'une tante là qui me harcèle. OK. Ça fait quoi dans ton corps maintenant? Là, ça me serre le ventre, je suis pas bien là, je Ferme suis les pas bien. yeux. Ferme les yeux. Qu'est-ce que ça fait d'autre dans ton corps? Ça crispe ma gorge. Très bien, laisse faire. Tu as entendu la mouette qui passait? Ouais, j'ai entendu la mouette, ouais. Très bien, laisse faire ton corps. Indique-moi comment ça bouge. Laisse Et faire. là, ça augmente, ça augmente. Laisse faire. Est-ce que tu peux citer 3 pays? 3 pays, le Canada, la Suisse et l'Espagne. 3 fleuves. Là, je suis pas bien là, Églantine, je suis pas 3 bien là. fleuves. Regarde ce que 3 ça fait fleurs. dans tes pieds. Le Regarde ce que ça fait. mimosa, le tournesol et 6 fois 7. l'églantine. Ah là, 6 c'est fois un 7. petit peu moins fort. Très bien, laisse faire ton corps. 6 fois OK, 7. 6 fois 7, 42. 8 fois 9. Je sais pas. 7 fois 7. 49. Laisse faire ton corps. Indique-moi comment OK. c'est maintenant dans ton corps. Écoute, là, ça va mieux. Là, je me sens moins oppressée. Très bien, laisse faire ton corps. Laisse faire. OK. Quand tu sens que c'est OK pour toi, ouvre les yeux. OK, ça va, nickel, merci. Waouh! Tu me parlais de ce qui te stressait. Est-ce que tu veux bien qu'on en discute ensemble maintenant? Ouais, tout à fait. Donc en fait, ma tante me harcèle au téléphone et c'est vrai que tout à l'heure, quand j'y pensais, ça me crispait à l'intérieur et je ressentais beaucoup d'émotions négatives et D'accord. là, j'ai décidé que j'allais lui dire, clairement les choses et que stop quoi. Vraiment, je vais poser mes limites, mais j'ai moins peur. Je sens que je suis plus tétanisée, sidérée par le truc. D'accord. OK. Merci Annelise. Merci à toi. Donc voilà, on vous a fait une petite mise en scène pour vous montrer qu'est-ce que c'est que la régulation émotionnelle. Alors on va continuer à découvrir ton travail, Églantine, parce que je sais que tu as pas mal de clients, tu accompagnes beaucoup de personnes. Tu es aussi sophrologue intuitive. Est-ce que tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est? Au départ, j'étais sophrologue, classique, on va dire. Je D'accord. suis formée, sur une école,
généraliste formée en 2 ans et demi sur Nantes. Une école qui utilise ce qu'on appelle une approche factorielle, c'est-à-dire que du coup, quand une personne vient nous voir, on cherche à identifier lors de l'anamnèse si la personne elle a plutôt un blocage parce qu'il y a une écoute du corps qui n'est pas suffisante ou une difficulté à se détendre, une difficulté d'attention, de concentration, de gestion des émotions, de gestion du stress, la respiration qui peut être bloquée ou de confiance en soi. Voilà, donc c'est une approche très mentalisée, très intellectualisée, plutôt cerveau gauche. Et puis, bah, il se trouve que quand j'ai fait cette formation, en plein milieu de ma formation, ma petite deuxième est tombée malade d'une leucémie. Donc, j'ai poursuivi ma formation en tant que sophrologue, tout en accompagnant ma fille, qui est décédée tout simplement 1 an après. Et puis, finalement, je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'accompagnement que je ne vivais pas cette expérience de façon anodine. J'avais vraiment l'impression qu'on me demandait de vivre pleinement et entièrement cette expérience avec toutes les émotions qu'il comportait, avec toutes les difficultés qui sont liées à cette épreuve de vie. Donc voilà, j'ai eu mon diplôme après son décès, 3 mois après son décès. J'ai fini seconde de ma promo, ce qui m'a permis de me rendre compte que en fait, j'étais à ma juste place. Je le dis parce que D'accord. finalement, c'est ce qui m'a permis de m'accrocher et de me dire, bah, tu vois, euh, il faut que tu sois là aujourd'hui. Il faut que la sophrologie fasse partie intégrante de ta vie et tu vas devoir accompagner en tant que sophrologue d'autres personnes qui vont être en souffrance dans des états émotionnels compliqués. Voilà, il va falloir que tu te serves de ton hypersensibilité, de tes expériences de vie pour accompagner les personnes à trouver des réponses, à donner du sens à leur vie, à soulager les blessures. Enfin, voilà. Après, c'est assez vague. Donc de là, j'ai ouvert mon cabinet de sophrologie en respectant, comme une bonne élève, les protocoles qu'on m'avait enseignés. Et puis en fait, force est de constater qu'à un moment donné, ça nous rattrape. Et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je recevais des informations, que j'entendais des informations, que je captais des informations en cours de séance. Et finalement, j'arrivais plus, j'étais un peu en conflit entre ce côté de cerveau gauche et puis un grand appel du cerveau droit, de la créativité, de, de se laisser aller, de se faire confiance, complètement se faire confiance. Et donc maintenant, bah, j'accompagne les personnes avec une sophrologie dite plutôt intuitive. Voilà. Génial, merci beaucoup. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des hypersensibles avec nous ce soir. Mettez-nous un petit 1 si vous êtes hypersensible et si vous sentez que voilà, vous avez une mission de vie, mais vous n'y êtes pas encore. Parce que Églantine, pour moi, c'est un exemple d'une personne qui a vécu, qui vit sa mission de vie, qui s'est lancée. C'est pas facile de se lancer. J'ai mis une vague derrière nous parce que quelque part, il faut sauter dans l'eau, il faut sauter de la falaise, il faut se lancer dans les airs, sauter de l'avion, même s'il y a le parachute. Et ça demande du courage, ça demande de la force, de la détermination. Et ce soir, Églantine, elle est là pour vous parler de mission de vie, pour vous encourager à enfin passer à l'action et y aller. Bien sûr, il y a des peurs à dépasser et c'est justement ton métier d'aider les personnes pour accompagner, pour lâcher ses peurs. Alors là, on a des jolis 1 qui arrivent. On a Pascal C qui nous met un petit 1. On a Chlo aussi qui nous met un petit 1. On a Nathalie qui nous met un petit 1. Donc, bienvenue à vous. Vraiment, vous êtes au bon endroit. Églantine, j'ai envie qu'on rentre, qu'on plonge dans le vif du sujet de la mission de vie. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la mission de vie? D'après ce que j'en ai compris, Ouais. alors bien évidemment, j'appelle tout à chacun à faire preuve de discernement à travers les mots que je vais employer parce qu'il y a mon mental qui rentre en ligne de compte, mais je vais vous parler de cœur à cœur. Pour moi, la mission de vie, c'est celle pour laquelle on a décidé de s'incarner sur Terre, qu'on a Ouais. décidé, pas forcément de gaieté de cœur parfois, je pense, mais en tout cas, on nous a, entre guillemets, poussé à descendre sur Terre pour pouvoir permettre à cette planète Terre d'évoluer dans le bon sens, d'aller transmettre un message, tout simplement, et de faire de notre mieux sur cette Terre.
Voilà. Donc pour moi, il y a la mission de vie et il y a le chemin de vie. Voilà. D'accord. Donc le chemin de vie, c'est le chemin unique de chaque personne avec les épreuves de la personne, des grandes étapes qui peuvent être marquées tout au long de notre vie, qui sont amenées qu'on est amené à vivre pour pouvoir évoluer sur un plan psychologique et peut-être même sur un plan spirituel, pour permettre à notre esprit de pouvoir grandir et évoluer. Et j'aime bien, moi, utiliser la métaphore de l'oignon, enlever un certain nombre de nos couches pour revenir à l'essentiel et comprendre l'essentiel de la vie. Voilà, donc ça, c'est le chemin de vie. Et puis, il y a la mission de vie qui va être plutôt, on va plutôt le mettre sous la forme du métier quelque part, mais pas que, avec des personnes que l'on va rencontrer et on va transmettre une information qui va être très importante pour cette personne-là. Et on sait que c'est inévitable, en fait, tout simplement. C'est inévitable. Et là, on sait qu'on est dans notre mission de vie. C'est la mission, on nous a demandé d'avoir un rôle spécifique. Voilà. Mais par contre, on ne nous dit pas ce que c'est au départ. Et ça, c'est la difficulté. On ressent à l'intérieur de nous qu'on est appelé à faire quelque chose, mais simplement, on ne nous dit pas quand le faire. Et on nous laisse le D'accord. faire quand on est prêt. C'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir aller dans leur mission de vie très tardivement, vers 50 ans, vers 60 ans. D'autres vont y aller très rapidement également. Chacun son rythme. Et c'est clair que le temps qui coule sur Terre n'est pas le temps qui coule ailleurs. Mmh. OK. Alors, on a déjà des questions pour toi, Églantine. Je sais que les hypersensibles, ils sont sensibles à vivre leur mission de vie. C'est fort en nous. Amira qui te demande: «Comment sait-on si nous sommes hypersensibles?» Parce qu'elle se pose cette question et ça vient maintenant, alors je la prends. Comment sait-on? Je pense qu'on le sait en fonction de nos comportements et de nos réactions face à notre entourage. Très régulièrement en cabinet, j'ai des personnes qui sont hypersensibles mais qui ne le savent pas. Mais moi, je vais m'en rendre compte parce qu'ils vont sursauter sur un bruit extérieur. Alors surtout que là, je partage mon cabinet. Donc parfois, il y a la sonnette qui sonne et les personnes hypersensibles, souvent, vont être très sensibles au bruit. Et en sophrologie, ils disent c'est pas pour moi, j'y arrive pas, mon mental est tout le temps là. Voilà. Donc ce sont des personnes qui, on sent que l'hypersensibilité a créé également des boucliers émotionnels très très forts pour pouvoir se protéger de cette hypersensibilité-là. Mmh. Cette hypersensibilité, on va le retrouver chez des personnes qui ont besoin de vivre dans la nature, de vivre loin des bruits de la ville, parce que les bruits de la ville, ça va devenir insupportable. Dans d'autres exemples, on va avoir des personnes qui vont avoir des difficultés à partir en voyage. Parce que partir en voyage, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et donc, du coup, ça va créer des états de stress et vraiment une angoisse profonde du corps, une vraie peur de mourir pour la personne. Donc, l'hypersensible, c'est une personne qui vit sensoriellement les expériences beaucoup plus fortes qu'une personne dite sensible, en fait, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il ne faut pas Super, hésiter à me dire. merci beaucoup. C'est magnifique parce que moi, je décris l'hypersensibilité autrement et là, toi, tu donnes des super pistes autres et je trouve que c'est très bien résumé. Alors, comment on vit sa mission de vie? Quelles sont les étapes à passer, tu vois, vraiment pour se lancer? Toi, comment tu as fait, par exemple? Comment j'ai fait? Je pense que le premier point de départ, c'est d'accepter qu'on n'est pas un être parfait. Le deuxième point de départ, c'est accepter qu'en chacun de nous réside une part de lumière, il réside aussi une part d'ombre, et c'est d'aller travailler cette part d'ombre, parce qu'elle est là et que cette part d'ombre, elle fait parfois écran à la part de lumière qui est en nous. Ça va être, quand je dis accepter cette part d'ombre, ça va être aussi de vivre, s'autoriser à vivre pleinement ses émotions, ne serait-ce que la peur, la colère, la frustration, la joie aussi quand elle doit être là. Voilà, c'est vivre pleinement ses émotions. Et puis se rendre compte qu'on a été blessé en fait. Et parce que souvent, une personne qui doit aller dans sa mission de vie, et je l'entendais encore dans le livre de Christophe Fourré, S'aimer soi-même, souvent ce sont des personnes qui ont vécu des drames, qui ont vécu des expériences de vie très très compliquées et qui ont souvent des grosses blessures. Et ces blessures-là, parfois, on a l'impression qu'on les a résolues. Et en fait, quand on arrive dans notre mission de vie, et ben la vie, enfin,
on n'est pas tout seul et clairement, on nous demande de les réparer. Donc en fait, on nous envoie plein d'expériences pour pouvoir réparer ces blessures, que l'on a Oui, vécues, parce qu'on nous demande aussi, de pouvoir être, le mieux possible pour pouvoir remplir notre mission et d'accompagner le mieux possible la personne et donc du coup, d'épurer un certain nombre de choses chez nous, voilà. Donc c'est pour ça que je dis, s'aimer tel qu'on est et accepter les épreuves de la vie et les émotions comme elles sont et nos colères quand elles sont là, bien évidemment. Et c'est là où la régulation est extrêmement importante parce que du coup, elle nous permet, inévitablement de pouvoir, ressentir nos émotions et pouvoir se dire: «OK, est-ce que je le veux ou est-ce que je le veux pas? Est-ce que c'est là que j'ai envie d'aller?» Et si c'est pas là que j'ai envie d'aller, bah, je vais le réparer. Donc la régulation, elle est, j'aime bien utiliser la métaphore, heu, de la blessure, de l'enfant qui se blesse. Voilà, l'enfant qui d'accord. se blesse, on va lui mettre un pansement pour accompagner la cicatrisation. La régulation, en fait, elle vient aider le corps à cicatriser les blessures qu'il a pu vivre. Voilà. Mmh. Magnifique. Alors on parle donc de régulation émotionnelle Tipeee. Pour ceux qui connaissent Tipeee, on vous précise que c'est bien ça. Et il y a Amira qui te répond, Églantine, qui te dit: «Justement, je fuis la grande ville et préfère le calme, la tranquillité. Merci pour l'explication». De rien. Alors, quels sont les signes, c'est notre mission de vie, il faut y aller? Tu vois? Comment on sait? Alors, pour arriver dans ma mission de vie, j'ai consulté, 1 an après le décès de ma fille, un médium, géobiologue, qui m'avait été conseillé par une amie, heu et j'étais assez, réticente au départ. Je cherchais quelqu'un qui soit, bienveillant et qui soit capable d'entendre et d'accepter clairement l'être que je suis, ce qui est très compliqué chez un hypersensible parce que Mmh. souvent on entend dire qu'on est trop ceci ou pas assez cela et on nous dit, très clairement ce que l'on doit faire et comment on doit faire les choses Oui. et même quand on va voir un thérapeute. Donc du coup, le choix des thérapeutes, c'est parfois très compliqué, et on a tendance à même parfois même, se dire, «C'est bon, j'arrête» parce que finalement ils ne Ouais. servent à rien. Voilà, Mmh. ça c'est pour l'aparté. Donc j'ai rencontré un géobiologue, qui m'a clairement dit: «Églantine, voilà ce qui se passe dans ta vie, tu fonctionnes comme ça». Et c'est vrai. Et clairement, il était capable de me décrire des choses, des blessures que j'avais depuis toujours, où je pensais que c'était inhérent à moi et que je savais juste pas faire. Je savais pas rentrer en relation avec autrui. Il m'a dit: «Non, c'est pas ça». Il m'a dit: «Maintenant, je vais te demander d'appeler tes anges, tes 2». Alors, il se trouve que j'ai 2 anges gardiens, j'ai de la Ah, chance. Il m'a dit: ouais, «Tous les jours, tu fais une méditation et tu les appelles et tu leur demandes de développer tes dons». Voilà. Et donc, OK. au départ, c'était, de développer le clair ressenti ou la clairolfaction ou voilà, ou la clairvoyance tout simplement, dont en tout cas de développer le les ressentis corporels. Alors autant dire que chez un hypersensible, c'est pas forcément, facile et c'est là où, bah, pour le coup, la régulation m'a beaucoup aidée parce que justement, bah, il fallait que j'y aille. Donc, Oui. j'ai régulé pour apprendre à écouter ses ressentis et apprendre à discerner ses ressentis, savoir c'était lesquels appartiennent à mon corps et à l'état de santé dans lequel je suis, ou lesquels appartiennent justement aux personnes qui sont à côté de moi. Voilà, heu, donc ça répond, un peu à la question et puis, bah, du coup, répète la question parce que ça y est, je me suis perdue. Alors moi aussi, je me suis perdue parce que j'ai aussi une pensée en arborescence d'hypersensible, donc je suis perdue, donc c'est pas grave du tout. On va regarder, on va prendre, donc on a Ayam qui est avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Annelise, bonsoir. Églantine, bonsoir. Ayam, c'est un poète. Il nous fait des phrases magnifiques, tu vas voir, il va nous faire des phrases qui disent le contraire et tout et son contraire, j'adore. Des fois, je me perds aussi. Donc bienvenue à toi, Ayam. Et donc, j'aimerais savoir maintenant euh, comment on fait. Est-ce que, par exemple, mission de vie peut être factrice, Oui, être éboueuse, être présidente, tu vois? Ou est-ce que c'est toujours, désolée pour la moto, est-ce que c'est toujours d'ordre spirituel, la non, mission de vie? non, pour moi, une mission en fait, pour moi, la mission de vie, intuitivement, je dirais non. Et intuitivement, je dirais même merci. Merci à la factrice et merci aux éboueurs. Il y a une chose que je me suis vraiment rendu compte et dont j'ai vraiment pris conscience, c'est que je ne peux pas vivre sans les autres,
en fait. Oui. Je peux pas vivre, je peux pas vivre sans l'éboueur, sans mon voisin de gauche ou mon voisin de droite. Chacun contribue à sa part, dans ce monde-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment et de savoir c'est toujours une question aussi de discernement, savoir, qu'est-ce que je fais de mon travail? Voilà. OK. Et comment, Églantine, ça c'est un truc vraiment qui m'intéresse, comment on sait qu'on est dans notre mission de vie? On n'est pas à côté du truc. Je Pareil, ici, ça va être intuitif. La réponse qui me vient, c'est dans le cœur. D'accord. En fait, il y a, ce que j'appelle 2 courants. Il y a un courant d'air, que je vais appeler, froid et un courant d'air que je vais appeler chaud. J'appelle courant d'air parce que par moment, on ne sait pas, ça peut être des esprits, ça peut être plein de choses. Voilà. Il y a certains courants d'air qui nous veulent pas forcément toujours du bien, clairement. Qui n'ont pas forcément envie de nous faire, forcément réussir et qui vont nous faire douter. Voilà. Douter d'un certain nombre de choses. En fait, il suffit clairement de poser la question, reconnais-tu l'autorité de Dieu, par exemple? Voilà, parce que dans sa Mmh. mission de vie, il y a vraiment cette question de foi, enfin voilà, de se reconnecter à une foi intérieure qui voilà, on en rediscutera peut-être plus tard. D'accord. Quand on est dans notre mission de vie, on sent que tout s'aligne en fait. Tout s'aligne. Alors, c'est très difficile de décrire des phénomènes qui peuvent se passer, mais vous voyez, moi par exemple, dans ma mission, je sais que je suis dans ma mission de vie et pour autant, je suis en reconstruction professionnelle puisque je passe de la Loire-Atlantique à la région Mâconnaise. Je sais que je suis dans ma mission de vie, même si je ne gagne pas ma vie en temps normal, enfin, je gagne pas encore ma vie à 100% depuis que j'ai repris l'activité ici, ce qui est tout Bien à fait sûr, attendu. tout à fait. Voilà. Je sais que je suis dans ma mission de vie parce que je me sens entourée et baignée d'amour et de lumière et d'encouragement à poursuivre. Maintenant, on est dans un monde, c'est pour ça que je parle de courant d'air un peu froid, on est dans un monde très très difficile, dans un monde où parfois il y a de la violence qui peut être là, ou avec de la fragilité psychologique qui peut être là, des fragilités quelles qu'elles soient, et on peut nous faire douter de nous-mêmes tout simplement, et du coup c'est là où on va parler de peur et de doute qui peuvent empêcher de ressentir qu'on est à sa juste place. Mais quand on sait que notre mission de vie, c'est ça, la plupart du temps, on a les crocs et on mord dedans et on dit oui, je sais que c'est ça et personne ne me fera douter, je sais que ça doit être là. Et ça peut, même au niveau des proches, la plupart du temps, on y va coûte que coûte. Même si on perd du monde en chemin, la plupart du temps, on est quand même largement poussé à aller, euh, à aller vers sa mission de vie. Et puis, si on ne veut vraiment pas entendre les signes qui sont là, là-haut, ils savent très très bien nous rappeler à l'ordre en disant t'as as signé un contrat au départ, vas-y. Waouh. OK, alors ça peut être quoi, par exemple, les signes? Est-ce que ça peut être, des synchronicités ou Alors, ça peut être des synchronicités. Alors, moi, par exemple, ce qui m'a fortement poussée à aller vers ma mission de vie, c'est parce que j'arrêtais pas d'avoir des blessures permanentes. Je me coupais, j'avalais de travers, je, euh, je chopais tout et n'importe quoi en termes de microbes, voilà. Et à un moment donné, bah forcément, on comprend le message et on sait que les choses bougent autour de soi et il faut se bouger aussi soi-même. Voilà. Comment on sait qu'on est dans sa mission de vie? Eh ben, on va regarder un bus passer, puis sur le bus, il va y avoir un message qui va défiler. Un d'accord, message généralement qui est doté d'amour, parce que du coup, il y a, heu, il y a cette atmosphère de douceur et d'amour inconditionnel qui est présente. Voilà, voilà, voilà. génial, merci beaucoup. Alors la mission de vie, je sens que ça parle pas mal aux personnes qui sont avec nous et aussi aux gens qui vont regarder après, la conférence. On a Annie qui dit: «Je suis hypersensible et c'est assez. On va dire compliqué par moments, mais je l'accepte et je prends cela comme une gratitude». Avec gratitude, elle prend cela comme une avec une gratitude, avec gratitude. Est-ce que toi, Églantine, tu accompagnes des hypersensibles, à vivre leur mission de vie? Oui,
Le premier travail, en fait, je suis souvent accompagnée en séance de la Vierge Marie et notamment D'accord. de la sagesse et de la douceur de la Vierge Marie. J'ai une vraie conscience, peut-être que parfois ça me donne un air très sérieux, mais j'ai une vraie conscience de la souffrance et de la douleur que peut vivre une personne hypersensible parce que c'est f et même de la ne serait-ce que de la fatigue que c'est au quotidien Oui. de toujours ressentir puissance 1000 les sensations, les émotions, les interactions avec autrui, les colères d'autrui. Surtout en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on est quand même en plein dedans aussi. Donc, en séance, j'accompagne vraiment avec cette douceur de la Vierge Marie parce que cette douceur de la Vierge Marie, elle vient rapaiser un peu tout le monde. Elle est douce, elle est calme et ça va permettre justement d'aller, tranquillement en sécurité dans le corps et de laisser enfin, de faire confiance à son corps, tout simplement. Voilà, donc Mmh. oui, j'accompagne des personnes avec l'hypersensibilité pour, justement, apprivoiser cette hypersensibilité, comprendre cette hypersensibilité, ce don, aider à traverser le deuil que c'est aussi quand on prend conscience de son hypersensibilité. Il y a vraiment un certain nombre d'émotions qui peuvent apparaître. Ça veut dire, j'aimerais parfois ne pas ressentir les choses comme je les ressens. Donc c'est comme voilà, il y a des émotions qui doivent s'exprimer aussi pour pouvoir accepter cette hypersensibilité-là. Voilà, donc il y a un certain nombre d'émotions qui peuvent arriver aussi. Et puis, l'hypersensible, il capte aussi les énergies autour de soi et du coup parfois il est, il est submergé par ces courants d'énergie autour. Voilà, je pense à Mmh. une personne en particulier. OK, merci. Alors pour vivre sa mission de vie, on démarre par quoi? Tu vois, genre au début, quand on n'a pas trop de ressenti, qu'on n'est pas hypersensible, qu'on ne sait pas trop par où commencer, mais qu'on sent que, on aimerait faire ce qu'on a à faire sur terre, qu'est-ce qu'on fait? Par où on commence? Et par le fait de prendre conscience de ce que l'on veut vraiment, d'être dans cette intention pour soi, et de visualiser. Alors là, ce qui me vient, c'est, l'Everest, c'est une montagne, mais ça n'a l'air de rien, mais visualiser le haut de la montagne et de voir un peu le chemin qui va aller, qu'il va falloir traverser et puis de se dire que ça se fera, tranquillement et naturellement, sans aucun effort, en fait, tout simplement. Waouh! Plus on va vouloir, mettre, vouloir y aller à tout prix, ça risquerait d'être plus violent. Quand les choses doivent se faire et quand l'esprit est prêt, quand le corps est prêt, alors tout se met en place naturellement, en fait, tout simplement. Donc la plupart du temps, l'intention pour soi-même est très, très fort parce que du coup, en envoyant cette intention, on envoie une demande. Voilà, attention là où on envoie nos demandes, c'est pour ça que la reconnexion à la foi est pour moi essentielle parce que, du coup, on sait à qui on s'adresse. Donc toujours s'adresser à une personne pour qui, il y a douceur et amour inconditionnel et bienveillance, voilà. Et puis se servir de nos expériences de vie comme de tremplin ou de trampoline pour réparer nos blessures, pour nous permettre d'accéder justement à cette mission de vie. Voilà, et c'est là où encore une fois, la sophrologie va permettre d'ouvrir des perceptions différentes du monde dans lequel on est, s'ouvrir à une perception différente de soi-même aussi, de débloquer certains verrous pour ouvrir de nouvelles portes à l'intérieur de soi, tout simplement. Euh, voilà, pour pouvoir aller en confiance et en sérénité, sans violence, surtout sans violence dans sa mission de vie. Merci. Alors je sais que régulation émotionnelle, tu pratiques aussi par téléphone. La sophrologie, comment ça se passe? Ça se passe à ton cabinet à Mâcon? Heu, Je fais alors j'ai des séances en cabinet et j'ai des séances donc en présentiel et à distance, voilà. d'accord. Ça Comment ça se passe? Très clairement, en fait, j'invite la personne à se mettre dans un état de relaxation qu'on appelle un niveau sophroliminal, entre veille et sommeil, qui est un niveau qu'on atteint tous plusieurs fois par jour, mais souvent le soir avant de se coucher. On passe de notre niveau de vigilance ordinaire et progressivement, sur une attention flottante, on entend les bruits qu'il y a autour de nous, on peut répondre, à une rêverie, là on est un petit peu plus profondément proche du sommeil et on atteint le sommeil. Nous, en sophrologie, on s'arrête aux portes du sommeil pour permettre en fait d'enlever les filtres qui nous permettent d'être en vigilance et de nous protéger.
Et de là, on va passer d'une conscience dite ordinaire à une conscience dite plus sophronique. Voilà. Une perception différente de soi. Donc c'est un peu comme un ascenseur qui nous permet de rentrer dans notre intériorité et de laisser notre conscience. En fait, on donne de l'espace à notre conscience. Donc on ouvre une porte, tout ce qui doit se traiter au niveau de l'inconscient, qui dans l'inconscient émerge au niveau du conscient, et au niveau du conscient, ça nous permet d'ouvrir des perceptions, de pouvoir laisser venir des besoins, de laisser venir des envies, des désirs, des émotions, ne serait-ce que des sentiments qui peuvent être là. Et de là, en fait, de cette conscience qui va émerger, euh, on va pouvoir faire un travail en fonction du besoin de la personne. Voilà, pour faire assez simple. Mmh. Voilà. Merci beaucoup. Il y a Annie aussi qui te remercie pour la réponse que tu lui as donnée. Merci Annie. Alors maintenant, on va parler des personnes qui sont en train de faire leur mission de vie, tu vois, mais c'est un peu le début. Ils osent pas trop y aller, ils sont encore dans un job alimentaire et ils ont peur. Qu'est-ce que tu pourrais leur proposer, Églantine, pour les aider? Et alors, je leur propose de garder leur job alimentaire. Ok. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est prêt, on est prêt. Si pour l'instant il y a une peur, c'est que la personne elle n'est pas en adéquation encore pleinement et entièrement avec ça. Et c'est faire confiance à la vie parce que chaque expérience en soi va permettre d'amener tranquillement vers cette mission de vie. La personne, elle saura quand quitter son job alimentaire, quand elle se sentira prête. Voilà. Aller voir une personne qui soit bienveillante, rassurante et qui permette de travailler sur ces peurs-là, sur les croyances qui sont derrière, sur les conditionnements qu'elle peut avoir tout simplement. Et puis, tout simplement la rassurer. On peut très bien vivre sa mission de vie en ayant 2 jobs, avec un Hmm. job alimentaire à côté. C'est pas antinomique en fait, tout simplement. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes chemins de vie, on n'a pas tous les mêmes réalités de vie. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui me permet de me lancer pleinement et entièrement dans ma mission de vie, mais j'ai aussi des personnes autour de moi qui n'ont pas cette possibilité-là et qui le font différemment, tout simplement. Voilà. Ok. Et est-ce que, par exemple, on peut avoir deux missions de vie du style, on fait une mission de vie pendant 10 ans, par exemple, de pompière, et ensuite on change et on fait autre chose? Je peux pas répondre à la question, je sais pas. Ok, ok. Alors, on vous invite dans le chat à nous donner votre avis par rapport à ça, si vous pensez ou si vous, vous avez deux missions de vie. Si vous avez deux missions de vie, dites-le nous, racontez-le nous. Et là, on va vraiment entamer la description des ateliers, parce que là, Églantine, tu nous as préparé trois beaux ateliers. Trois beaux ateliers qui sont disponibles à vie. Ce sont des ateliers qui sont non périssables. On va les enregistrer avec vous si vous venez, ou bien vous pourrez les regarder en replay. Ce sont des ateliers à vie, comme la mission de vie. Et donc, j'aimerais, Églantine, que tu nous parles de l'atelier 1, la puissance de l'intention. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier? J'ai déjà commencé un petit peu à en discuter tout à l'heure, dans la puissance de l'intention. C'est justement de supprimer quelques petits filtres mentaux qui peuvent nous empêcher d'être au clair avec nous-mêmes, et donc de clarifier notre conscience sur ce que l'on veut vraiment. Quelle est réellement notre intention pour nous-mêmes, notre besoin pour nous-mêmes, ce que l'on est prêt à l'heure actuelle à faire, où est-ce qu'on en est dans notre, et là pas mission de vie, mais dans notre chemin de vie, tout simplement. Donc dans cette technique, on va donc se mettre dans un niveau sophroliminal entre éveil et sommeil. Et je vais demander à la personne de laisser venir à elle son enfant intérieur, c'est important, son adolescent intérieur probablement, également, pour réunir un petit peu toutes les facettes de sa personne qui sont là, et qu'ensemble, ils puissent apprendre, ils puissent discuter déjà ensemble, parce que c'est important de créer une harmonie avec tous nos êtres qui sont en nous en permanence. Et puis, justement, se mettre dans un lieu ressourçant, un lieu que j'appelle méditatif, et puis de laisser venir cette intention pour soi-même, cette intention qui peut prendre la forme d'images, de textures, de sons, voilà, tout simplement de clarifier cette intention. Voilà.
OK, merci. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles, du deuxième atelier, mais d'abord, je vais mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez vous procurer les 3 ateliers d'Églantine. Donc voilà, je vous le mets dans le chat et je te propose, Églantine, de nous parler donc de l'atelier 2, libération des colères cachées. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on va vivre? Par ma pratique professionnelle, je me suis rendu compte que les êtres hypersensibles s'interdisaient de faire du mal à qui que ce soit et donc du coup avaient tendance à mettre leur colère dans une espèce de cocotte avec un grand couvercle et au moment où finalement cette colère, elle déborde, elle fait plus de mal à la personne qui est en train de sortir sa colère qu'elle ne fait de mal à la personne qui va la recevoir. Souvent, elles sont même pas du tout sorties ou elles ressortent en cabinet. Donc en fait, c'est l'expérience que j'ai eue avec plusieurs personnes en cabinet, m'a permis de me rendre compte que cette colère, il fallait la libérer, mais la libérer avec une énergie d'amour et de douceur, sans qu'elle vienne faire mal à la personne qui va le recevoir. L'idée, c'est de pouvoir avoir la même intention que la colère quand elle s'exprime auprès de la personne en face de nous. Voilà. Donc avec la même force qu'on a envie d'y mettre, avec peut-être l'agressivité qu'on aura envie d'y mettre. Simplement, les personnes entendent que ce qui est bon pour elles d'entendre, mais n'entendent pas cette agressivité. Pourquoi ? Parce que du coup, on va utiliser une technique de relaxation entre veille et sommeil. On va permettre à la personne de visualiser un puits. Dans ce puits, ce puits sera relié au magma de la Terre. Voilà, on utilise l'ancrage à la Terre qui me semble importante. Ce magma, il est suffisamment puissant pour pouvoir faire fondre toute l'agressivité, la toxicité des mots poisons, toute l'obscurité qui est en nous. Voilà. De l'autre côté du puits, on va laisser venir les personnes à qui on a besoin de dire les choses pour se libérer, parce qu'on a besoin que les gens entendent ce qu'on a à dire. On a besoin de se plaindre, on a besoin de se mettre dans ce rôle de victime parfois. Ouais, C'est tout à fait. important pour soigner ses blessures et c'est surtout important pour cheminer sur son chemin de vie et avancer et comprendre à quoi sert la colère, en fait, tout simplement. La personne, je vais l'inviter à exprimer tout ce qu'elle a envie de dire avec la force et l'intention qu'elle a envie de dire, en lui disant bien, les gens ne peuvent pas recevoir le poison. Ils ne reçoivent, il y a les filtres qui sont là, il y a la passoire qui est là, ils ne reçoivent que ce qu'ils ont besoin d'entendre eux pour avancer, pour pouvoir progresser aussi, pour pouvoir évoluer de leur côté. Voilà. Donc vous ne leur faites pas de mal. C'est très important. L'idée, c'est de ne pas faire de mal aux personnes parce qu'un hypersensible n'a pas du tout envie de blesser qui que ce soit et parce que pour lui, c'est encore pire de faire du mal. Du coup, il y a d'autres émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, du coup, par cette technique, la personne, elle est invitée à aller regarder ce qui se passe dans son corps, d'aller regarder les sensations qui se passent dans son corps, les textures qui peuvent se passer et de voir comment ça évolue. Donc, en cabinet, alors, dans l'atelier, ce sera différent, mais en cabinet, j'invite la personne à me décrire les sensations physiques qui se passent. Si ça fait une boule, elle est comment la boule? Est-ce que c'est une boule de pétanque? Est-ce que c'est une boule de billard? Est-ce que voilà, elle est comment? Pour que la personne prenne conscience que dans son corps, ça se libère, que ça circule et des bienfaits et des bénéfices de la libération des colères qui sont cachées. Voilà. Merci beaucoup. Et en 3e atelier, tu nous proposes la force du pardon. Ça, c'est énorme. Est-ce que tu peux nous en parler? Voilà, ce sont 3 ateliers qui suivent un chemin qui vont permettre d'aller tranquillement, le plus possible en sérénité vers sa mission de vie. Dans le pardon, alors le pardon, c'est du don. Et ça a une notion de durée, ça a une notion à travers. Voilà, c'est pendant. Donc voilà. Donc dans la force du pardon, j'invite les personnes, toujours avec cette notion d'enfant intérieur également, à venir se pardonner. Wow. À venir se pardonner soi-même, parce que j'aime beaucoup le conte, alors je ne pourrais pas dire de quel conte il s'agit, mais la plupart du temps, on continue de porter les blessures que l'on nous a infligées. La personne qui nous a fait du mal, elle continue sa vie sans aucun problème. Enfin bon, peut-être avec des difficultés, soit, mais en attendant,
n'a pas la même conscience. Mais l'hypersensible, il continue de porter cette douleur à l'intérieur de lui, ces blessures à l'intérieur de lui, cet état émotionnel aussi parfois. Et du coup, il n'est pas serein, il est pas calme. Voilà. Donc, dans cette technique, l'idée, c'est de s'offrir un cadeau qui représente un pardon que l'on s'octroie à soi-même, donc un don pour soi et notamment un don de paix pour soi, un don de sérénité pour soi. On dit maintenant, je me pardonne de continuer de souffrir là maintenant parce que j'accepte de ne plus souffrir et j'abandonne cette souffrance, je n'en veux plus, ça ne m'est plus utile pour avancer dans ma vie. Voilà. Donc on passe par la notion de pardon. Voilà, je me pardonne. Alors dans cette notion de pardon, on pourra y revenir un tout petit peu plus tard, mais ce qui est important de savoir, c'est que la plupart du temps, dans les connaissances qu'on peut avoir en sciences quantiques ou même dans la méthode Ho'oponopono, par exemple, en fait, il est souvent dit que quelque part, dans notre inconscient, on porte des mémoires inconscientes qui fait qu'on attire à soi un petit peu les expériences de vie que, que l'on a. Voilà. Moi, j'aime pas vraiment cette façon de penser les choses, mais j'en comprends un élément essentiel. C'est pour ça que je dis que le discernement, c'est intéressant parce que ça permet de savoir un petit peu à un moment donné qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse. Mais moi, ce que Mmh. j'ai envie de prendre là-dedans, c'est juste cette notion de pardon et de se dire, bah, si c'est moi c'est bien moi qui suis en train de souffrir et moi, je veux plus souffrir tout simplement. Donc, je m'apporte la paix parce que je suis responsable de moi et qu'il n'y a que moi qui peut m'apporter cette paix intérieure et cette sérénité intérieure. Je ne peux pas demander aux autres de faire le travail qui est de ma responsabilité. Et c'est la seule chose pour ce qui me concerne, je crois et j'ai foi, en fait, tout simplement. Merci. Je sens que cet atelier va être très puissant parce que souvent, tu vois, moi j'ai lu La force du pardon, je me suis dit: «Bon, c'est pour pardonner aux autres», mais là tu nous proposes de nous pardonner à nous. Je sais que la culpabilité, elle est immense chez chacun de nous, même pour des agressions parfois que la personne a subies, elle va se sentir coupable. Donc la force du pardon, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup Églantine pour cet atelier. Il y a oui, dis-moi? Dans chacun des 3 ateliers, je vais me faire accompagner, enfin voilà, de façon intuitive, je me fais accompagner de la Vierge Marie, de l'archange Gabriel qui lui va être présent pour aider la personne à couper les liens toxiques. Voilà, puisque c'est sa mission à lui, de couper les liens toxiques. L'archange Michael, il est là également pour protéger la personne, heu, de tout ce qui pourrait, être, néfaste pour elle. Voilà. Et l'archange Raphaël, il est là également pour éclaircir, pour faire un travail de soin. Donc à travers ces 3 ateliers, de sophrologie guidée ou de méditation guidée, on va l'appeler comme on veut, c'est canalisé et il y a cette force et cette intention-là d'apporter un soin qui va permettre à la personne de s'éclairer aussi et de trouver, du sens. Donc pendant la séance, peut-être pas. Peut-être que pendant la séance, il y a autre chose qui va se jouer et c'est là D'accord. où la régulation et le principe de la régulation est essentiel parce qu'on va laisser faire les choses. Mais d'expérience, je sais que les choses bougent dans les jours qui viennent. On va recevoir des réponses sous forme de messages qui vont apparaître, des questionnements qui vont être là et on va se dire: «Tiens, bah, heu, j'ai la réponse parce que, à travers une discussion que je vais avoir avec une amie», voilà, tout simplement. Voilà, les choses véritablement bougent avec ces ateliers-là, pour peu que, notre intention soit vraiment, dans le cœur, tout simplement. Voilà. Mmh. Merci. Alors, je sais que tu nous proposes aussi un bonus avec ces 3 ateliers. Tu veux nous parler du bonus que tu proposes? Tout à fait. Les ateliers, ce sont des ateliers collectifs. Donc la difficulté d'un atelier collectif, c'est qu'on ne peut pas accompagner à titre individuel la personne en fonction de son histoire. Je vous expliquais également qu'être dans sa mission de vie, c'est aussi devoir réparer des blessures du passé. Et parfois, ces blessures, on les a gérées et on les a extrêmement bien gérées, mais elles ne sont pas forcément toujours résolues. Et ce Mmh. sont des expériences de vie au quotidien qui nous permettent de nous rendre compte de là où on en est dans la réparation de nos blessures. Voilà, dans les souvenirs, ça fait souvenir écho.
Donc je propose un 50% sur la première séance, sur une séance en individuel avec moi, pour justement aller au cas par cas, dans votre chemin de vie à vous, pour l'accompagnement au chemin de vie à vous, qui va vous permettre d'aller dans votre mission de vie. Génial. Merci beaucoup, c'est trop bien. Alors, on a déjà des questions, on va en prendre quelques-unes. Est-ce que, Églantine, tu nous avais résumé tout ce que tu voulais dire sur la mission de vie ou est-ce qu'il y a encore des choses importantes à dire pour les personnes? En fait, suite à une méditation que j'ai pu faire, voilà, je suis quelqu'un qui médite régulièrement, donc je canalise des informations. J'ai canalisé à un moment donné suite à une question que je m'étais posée par rapport à ma fille et comment faire pour qu'elle puisse rester, elle puisse être protégée aussi, de ces influences dont je parlais tout à l'heure un peu néfastes. J'ai une réponse et j'aimerais juste pouvoir vous lire la réponse qui m'a été donnée. D'accord. Sachant que c'est assez puissant et assez fort et que ça, c'est pas mon mental qui a pu le traduire. Donc je voudrais D'accord. juste par rapport à ça va permettre de conclure un peu sur cette mission de vie-là. D'accord. Voilà, en tant que porte-parole, voilà, comme porte-parole, voilà, je vous donne, je vous l'offre. D'accord? Merci, Églantine. Merci beaucoup. Alors, les mots qui sont les suivants. Mes chers enfants, je vous aime tous les uns et les autres. Mais il est d'utilité que je vous parle sincèrement. Votre cœur est doué pour le langage des sentiments. Vous aimez mes enfants comme je vous aime. Il y a en vous une partie de moi. C'est la partie de vous qui est sincère, vraie, dans la joie, le rire, le pardon, la compassion, l'altruisme. Mais je vous ai aussi créé avec une extraordinaire capacité. C'est celle de ressentir et d'apprendre par l'expérience. Seulement voilà, les adultes qui jalonnent votre vie, tout comme vous, ont été des enfants. Et tout comme vous, ils ont appris par l'expérience et par le modèle de leurs parents, et ainsi de suite. L'adulte, tout comme vous, est libre. Libre de faire ce qu'il entend, dans le cadre qu'il a lui-même fixé, pour être dans sa survie psychique, sa santé, dans sa moralité, dans sa dignité. L'adulte saigne souvent et beaucoup, et de là, une autre source, une autre énergie vient se nourrir de ses blessures. Des blessures qui proviennent de la façon dont l'adulte a interprété ses expériences et a coloré ses sentiments en lien avec ses expériences. Oui, mes chers enfants, je m'adresse à vous par le langage des sentiments, mais je ne puis rien faire de la façon dont vous choisissez d'en tirer profit. Et vous, mes chers enfants, vous comprenez très bien ce qui se passe. Vous voyez les blessures qui saignent. Et vous ne savez pas comment vous en défaire. Voilà. Alors, je pourrais la lire, elle est assez longue. Cette lettre, elle finit par « J'ai foi en chacun de vous ». Le monde de demain, c'est vous qui le construisez. Il a besoin de toutes vos forces. J'ai conscience de la tâche fastidieuse que je vous demande. Discernez et allez... Alors, excusez-moi. Dans votre libre arbitre pour savoir quelle direction vous comptez aller. La pureté de votre cœur se doit d'être votre boussole intérieure. Voyez chez l'autre un désir profond d'être aimé et aimez-le suffisamment pour qu'il parvienne à s'aimer et à aimer les autres en retour. Waouh. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, c'est vraiment maintenant, parce qu'après la Vibra conférence va se clôturer.
On a Amira qui dit: «Je déteste faire du mal aussi». Comment ça se fait que les hypersensibles, les personnes sensibles ont du mal comme ça? Enfin, évidemment, faire du mal, c'est pas très cool, mais est-ce que tu as une explication de pourquoi les hypersensibles, c'est pire pour eux encore de faire du mal? L'hypersensible, il est là pour, il ressent les sensations de façon accrue et du coup, il capte un certain nombre d'informations. Il est doué de cette faculté-là. Donc quand il fait du mal à autrui, il ressent la douleur d'autrui. Il la ressent Mmh. viscéralement. Donc faire du mal à autrui revient à se faire du mal à soi-même. Donc ça n'a aucun intérêt pour l'hypersensible, en fait, tout simplement. Il a aucun plaisir à voilà. Alors après scientifiquement, je pense que ça vient de l'amygdale, d'après ce que j'ai compris, Tout au à niveau fait. des L'amygdale cérébrale qui est très, 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 prise, en fait, mmh. qui réagit au quart de tour à tout moment et elle est déréglée et la régulation émotionnelle, justement. Elle aide à justement retrouver une zone, une ré vraiment une régulation en fait, un équilibre, tout simplement. Tout à fait. Alors, je mets les réseaux sociaux d'Églantine pour que toutes les personnes qui aimeraient te contacter pour des séances puissent le faire. Donc, je les mets dans le chat. Ça, c'est fait. Et puis, on a une question. Donc, une question qui est là, un petit peu plus haut. Ça va être la question d'Amira qui te demande si on sent qu'on n'avance pas dans notre vie, travail, amour, etc. Est-ce que cela peut vouloir dire que nous ne sommes pas sur notre chemin de vie? Alors on est tous sur notre chemin de vie à partir du moment où on est sur terre. Voilà. C'est vraiment un chemin et ce chemin-là, parfois, il prend plus de temps que les autres. Par contre, c'est possible que parfois l'esprit soit un petit peu, têtu, un peu récalcitrant et que du coup, il n'a pas envie de voir les signes qu'on lui envoie et il n'a pas forcément toujours envie, de voilà, il est têtu tout simplement cet esprit. Mais ça dépend de chacun. Je ne vais pas pouvoir répondre plus à la question, je vais être très, très, très bateau, dans ma réponse, mais voilà, la cause peut Merci être beaucoup. là. D'accord. Alors, Amira te remercie pour ta réponse, celle d'avant. D'accord, merci. Et il y a Ayam qui te dit: «Le destin est dehors à l'extérieur, mais le chemin, lui, est à l'intérieur». Très, très beau, merci. Tout à Je fait. t'avais dit qu'Ayam est notre poète du grand changement, donc c'est très poétique. Très bien. Alors, je vous remets le lien pour acheter les 3 ateliers pour toutes les personnes qui sont intéressées pour vivre ce chemin avec toi. Églantine, il y a Amira qui te remercie, qui te dit: «Merci encore». De rien. On va clôturer cette Vibra conférence. Merci beaucoup, Églantine, pour tout ce que tu nous as apporté. Pour ta douceur, je sais que tu accompagnes les personnes en thérapie de façon vraiment douce et en même temps forte, parce que parfois il y a besoin de se positionner, mettre des limites à des gens. Donc c'est très vaste ce que tu proposes et puis ça libère de grandes choses pour que les personnes elles puissent aller mieux, vraiment, et enfin vivre leur mission de vie. Est-ce que tu veux nous faire une conclusion de tout ça? Il y a Patricia qui te remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je te mets des petites mains qui Merci te remercient. Patricia. Merci à toutes les personnes qui ont écouté, qui ont été présentes, qui ont réagi. Merci à vous. Comment, tout simplement, n'ayez pas peur de vous faire confiance et n'ayez pas peur d'avoir confiance dans ce qui arrive, tout simplement. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses dont on pourra chercher une explication, mais on n'aura pas forcément toujours d'explication à tout. Le seul moyen de pouvoir, avancer, sur son chemin de vie ou sa mission de vie, c'est d'être le plus serein et le plus paisible possible, d'être dans cette notion de lâcher prise. Souvent, ce qui nous empêche aussi d'être dans ce lâcher prise, c'est souvent nos croyances, la part de l'ego qui peut être là, l'éducation aussi, certaines formes de pensée qui peuvent nous empêcher justement, hem, de pouvoir, se lancer, clairement dans cette mission-là. On a tous reçu une éducation basée sous une forme de peur aussi, parce qu'on a connu, on porte tous dans notre mémoire, l'histoire de
de la planète Terre, tout simplement. Et on en a besoin de cette histoire parce que c'est pour ça. C'est parce qu'on a conscience de cette histoire que on va aider cette Terre à évoluer. Donc il ne faut pas avoir peur de cette conscience de cette Terre qui a son histoire. Les guerres, pour ne citer que ça, tout Mmh. simplement. Donc mais voilà, faire confiance dans les expériences qui nous arrivent parce que finalement, on se rend compte que c'est parce qu'on a vécu des épisodes douloureux et des états de souffrance qu'on développe des facultés, qu'on comprend la notion d'amour, qu'on comprend, qu'on entend des signes, qu'on revoit des signes également et que on développe des forces et des facultés, qui permettent justement d'aller aider d'autres personnes à se relever, tout simplement. On a tous besoin des uns des autres. On a tous besoin d'acquérir plus de sérénité, de sagesse, de douceur et d'amour. Ça, c'est Mmh. évident. Moi aussi, hein, comme tout le monde. Et on est tous les uns pour les autres. On est tous responsables de ce que l'on va apporter à autrui. On a tous des super pouvoirs d'apporter, de la douceur, de la joie, du rire, du réconfort, voilà, sans être forcément dans sa mission de vie. On a tous la capacité à faire du bien et du bon autour de nous, voilà, donc se nourrir de ça essentiellement, voilà et faire confiance. La vie nous offre, maintes et maintes, expériences pour nous réparer. Merci, merci beaucoup Églantine. On a Ayam, notre poète, qui te dit: «Merci Églantine, merci pour le joli texte. Annelise, merci pour cette chaîne qui possède une âme». C'est vraiment super. On a Amira qui te remercie: «Merci Églantine et Annelise, merci pour cette conférence». Merci Amira. Et il y a Isabelle qui dit: «Bonsoir, je viens d'arriver, le peu que j'ai entendu était là au bon moment, merci». Donc tu vois? C'est ce qu'on voilà, je me vois comme un porte-parole, je transmets ce qui a besoin d'être transmis. L'essentiel résume en un mot: l'amour. L'amour. On termine là-dessus. L'amour. Merci à tous et à toutes. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.